Officiellement, bonjour, chers participants, chères participantes, et bienvenue à ce 4e symposium sur le transfert des connaissances en éducation. Je me présente, je m'appelle Claudia Ruel et aujourd'hui, je vais être la maître de cérémonie. D'abord, quel plaisir de vous voir si nombreux. Nous sommes près de 400 personnes en présence, mais il y a aussi près de 300 personnes en web-diffusion. Donc, je pense qu'on peut dire que le 4e symposium a atteint son objectif d'atteindre un maximum d'acteurs du monde de l'éducation. D'ailleurs, je vous invite tous, peu importe si vous êtes en présence ou en web diffusion, à utiliser le mot-clic sur Twitter CETREC Symposium. Vous pouvez le voir à l'écran. Donc, ça vous permettra de poursuivre les échanges et encore d'atteindre un maximum de personnes. D'ailleurs, pour Twitter, j'imagine que vous voulez savoir comment vous connecter au réseau Wi-Fi de l'Université Laval. C'est assez simple. Vous devez choisir Wi-Fi UL Visiteur Guest. Il n'y a aucun code d'utilisateur ou mot de passe nécessaire. Vous devez seulement ouvrir le navigateur et accepter les conditions d'utilisation. Donc, je le répète, Wi-Fi UL Visiteur Guest. Et si vous oubliez au courant de la journée, vous n'êtes plus connecté, l'information est aussi sur votre programme. Hier, on m'a dit qu'avec Chrome, parfois, ça fonctionnait un peu moins bien. Donc, si vous avez un problème et que vous êtes avec Chrome, peut-être seulement utiliser un autre navigateur. Comme vous le savez tous, le thème du 4e symposium est le temps, parlons-en. Donc, toute la journée, vous aurez diverses occasions de discuter, de réfléchir, de partager et d'enrichir vos connaissances par rapport au temps qui semble être une denrée souvent trop rare pour les acteurs de l'éducation. Les organisateurs du 4e symposium ont souhaité vous offrir des contenus variés, mais aussi des types de présentations variés. Donc, conférences, pécha-coucha, fishbowl. Aujourd'hui, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Et on commence la journée de belle façon parce que nous avons la chance d'avoir, en conférence d'ouverture, une personne qui nous plongera dans le rapport au temps des Premières Nations. Une conférence qui, on l'espère, créera chez chacun de vous un conflit cognitif suffisamment fort pour vous permettre de vous mettre dans des dispositions d'ouverture d'esprit pour la journée. Mais avant cela, je laisse place aux personnes qui ont accepté de venir s'adresser à vous pour l'occasion. J'invite tout de suite Mme Linda Saint-Pierre, présidente directrice générale du CETREC. Alors, bonjour. Monsieur Claude Savard, vice-recteur adjoint aux études et aux affaires étudiantes de l'Université Laval, qui est notre hôte de l'événement. Monsieur Marco Blouin, directeur général de la science et de l'innovation au ministère de l'économie et de l'innovation, partenaire principal du CETREC pour le soutien à l'innovation. Monsieur Martin Maltais, directeur de cabinet adjoint à l'enseignement supérieur. Madame Maryse Lasson, présidente du Conseil supérieur de l'éducation. Représentantes et représentants du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Mme Thérèse Laferrière, directrice du réseau Périscope, membre du conseil d'administration, membre associé du CETREC, chercheur associé, membre du comité de concertation pour le transfert des connaissances en éducation, M. Alexandre Bacon, chères participantes et chers participants, bonjour et bienvenue au 4e symposium sur le transfert des connaissances en éducation, organisé par le comité de concertation pour le transfert des connaissances et le CETREC. Pour le CETREC, il s'agit d'un honneur de collaborer une fois de plus à ce type d'événement qui permet d'accroître la synergie entre les différents acteurs du milieu de l'éducation, de mettre en valeur l'expertise développée au Québec et ailleurs et de stimuler l'évolution des pratiques. Le 4e symposium est lié étroitement à ces orientations du CETREC. Cet événement s'inscrit également dans l'un des mandats du comité de concertation en permettant de faire connaître des initiatives inspirantes en réponse à des besoins pour en favoriser le transfert. Que de chemin parcouru depuis le premier symposium du 1er décembre 2011. Nous voilà près de 8 ans plus tard. Aujourd'hui, plus de 45 commissions scolaires sont représentées. Nous pouvons, entre autres, compter sur place 25 directions générales ou directions générales adjointes, 52 directions d'établissement, 75 enseignants, 41 conseillers pédagogiques, 30 chercheurs provenant de 9 universités partout au Québec et de nombreux représentants de différentes organisations. Merci à tous d'avoir pris le temps d'inscrire cet événement à votre agenda et de nous permettre de vous offrir une activité où vous aurez l'occasion de réfléchir et d'échanger avec des gens de différents horizons.
Pour le 4e symposium, le thème du temps retenu par le comité de concertation a rapidement attiré l'attention de plusieurs d'entre vous. Et avec raison, car le temps revient régulièrement au fil des conversations. Et, comme le disait Rodin, nous sommes des ouvriers dont la journée ne finit jamais. Comment occupe-t-on l'espace-temps? Quel est notre rapport au temps? Comment faire du temps un allié, puisqu'il faut absolument compter sur ce dernier pour évoluer? Nous avons tous de nombreuses questions pour lesquelles les réponses demeurent en suspens. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'explorer le temps sous 3 angles différents, soit le temps et les rythmes d'apprentissage, les temps de collaboration et l'organisation du temps. Je nous souhaite de bonnes pistes à explorer pour progresser dans l'utilisation de cette ressource. Un avis publié par le Conseil supérieur de l'éducation en 2001 sur l'aménagement du temps invitait les équipes des établissements à prendre le temps de s'approprier cette ressource pédagogique. Cet avis a servi de source d'inspiration pour le 4e symposium, car certains constats d'alors sont toujours d'actualité en ce qui a trait au temps de réflexion, de travail en collaboration, de formation et de prise de décision en collégialité quant aux approches pédagogiques respectueuses des besoins d'apprentissage des élèves. Le 4e symposium regroupe notamment 40 acteurs de la pratique qui ont accepté généreusement de prendre le risque de partager avec nous des expériences, des bons coups, des difficultés et des questionnements liés au temps. Laissons-les nous inspirer et faisons le plein d'idées. Mon souhait est que chacune et chacun de vous puissiez repartir avec au moins une idée que vous vous donnerez le temps de concrétiser dans l'intention de faire évoluer les pratiques. Ce sera aussi l'occasion de préciser des besoins en recherche, en expérimentation et en transfert étendu en ce qui a trait au temps. Avant de terminer, je vais bien sûr prendre un moment pour remercier les gens sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu. D'abord, merci au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur qui a accepté une fois de plus de soutenir la tenue d'un symposium. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous à la réalisation d'une telle activité. Je tiens aussi à remercier le réseau Périscope. Plusieurs chercheurs du réseau, au moins 14, ont accepté de se joindre à nous afin de nourrir les questionnements et les réflexions lors des présentations de la journée. Également, merci à l'Université Laval de nous accueillir dans ce lieu d'enseignement et de recherche reconnu pour son excellence. Et finalement, je tiens à souligner le travail du comité de concertation pour le transfert des connaissances en éducation et de l'équipe du CETREC, et plus particulièrement celui d'Hélène Rio, responsable du 4e symposium au CETREC, qui a consenti tous les efforts nécessaires pour concocter une activité à la hauteur de vos attentes. Surtout qu'il s'agit de son dernier événement, son chant du cygne, puisqu'Hélène nous quittera bientôt pour la retraite. Sur ce, je vous souhaite un excellent symposium. Bonne journée. Merci beaucoup, Mme Saint-Pierre. Maintenant, j'inviterai M. Claude Savard de l'Université Laval, qui est vice-recteur adjoint aux études et aux affaires étudiantes, à monter sur scène. On n'aura pas le même ajustement de micro. Pour vous, moi, il semble plus docile. Alors, bonjour tout le monde, Mme Saint-Pierre, M. Blouin, chers partenaires, collègues, distingués invités. Il m'a fait très grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous, d'autant que je suis professeur des sciences d'éducation. Alors, je vous avoue que l'ouverture et la tenue de ce symposium m'est très chère. Alors, je suis heureux de vous accueillir à l'Université Laval aujourd'hui pour ce 4e symposium. Le temps, parlons-en. C'est la 3e année que le Centre présente son symposium sur notre campus. Et on espère que ce ne sera pas la dernière année. Nous sommes fiers de nous associer avec l'organisme à nouveau. Et étant donné nos missions respectives et les liens qui nous unissent, ça nous semble tout à fait pertinent. La Direction générale du Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire, un des membres fondateurs du CETREC, est associé à l'Université Laval. Et l'Université Laval et le réseau Périscope, et je salue au passage Mme Laferrière,
est un réseau interuniversitaire de chercheurs dirigé par un de nos professeurs titulaires. Nous sommes donc des fiers partenaires de cette journée. Aujourd'hui, nous nous rassemblons afin de discuter d'une contrainte qui influence tous les jours nos choix de vie professionnels et personnels, le temps. Ce temps, lorsqu'il est suffisant et bien utilisé, est sans doute un des principaux facteurs de réussite éducative. On parle souvent de contraintes, mais souvent c'est un avantage d'avoir du temps. Il faut le regarder de manière positive quelquefois. Nous savons que le temps est précieux pour l'ensemble de notre communauté universitaire, autant pour les étudiants que les membres du personnel. C'est pourquoi nous désirons accompagner les étudiants dans leur apprentissage et leur développement tout au long de la vie. Nous souhaitons rendre leur expérience distinctive et mémorable et leur proposer des solutions concrètes pour leur réussite. Nous avons notamment bonifié l'environnement numérique d'apprentissage afin de rendre les connaissances accessibles, je dirais, en tout temps, et pour qu'ils puissent y faire appel au bon moment de leur apprentissage. Par ailleurs, en diversifiant les outils et les formules pédagogiques et en favorisant les horaires flexibles, nous répondons mieux, nous pensons, aux besoins changeants des horaires de travail et des horaires de famille. Nous déposerons par ailleurs, sous peu, une nouvelle politique s'adressant aux parents étudiants à l'Université Laval. Pour nous, il est important de reconnaître des situations personnelles des parents étudiants qui font ce choix de ne jamais cesser d'apprendre tout en fondant une famille. Le manque de temps les affecte singulièrement. Nous considérons non seulement la présente réalité des membres de notre communauté, mais nous prenons également le temps de considérer leur avenir. Et l'année dernière, nous avons lancé des projets de recherche et des formations interdisciplinaires afin de développer les compétences de leaders qui répondront avec brio aux grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. Je suis donc convaincu que les échanges et les témoignages partagés aujourd'hui nous permettront de réfléchir et de faire évoluer notre pratique encore plus loin en considérant la contrainte du temps et de ces enjeux. Merci à tous et à tous de votre présence à cette journée inspirante et merci de prendre le temps aujourd'hui de débattre et d'aller plus loin dans vos réflexions. Merci beaucoup, M. Savard. Maintenant, pour la dernière allocution officielle, j'inviterai M. Marco Blouin, directeur général de la science et de l'innovation au ministère de l'Économie et de l'Innovation, à venir vous dire quelques mots. Bonjour à tous. Je suis bien content d'être ici aujourd'hui devant une salle comble. Donc, plus de 400, à peu près 400, donc autour de 400. Donc, c'est très intéressant de vous voir tous ici. Donc, le ministère de l'Économie et de l'Innovation est un fier supporter du CETREC depuis plusieurs années. J'aimerais vous féliciter d'ailleurs le CETREC pour l'organisation de cette activité-là, principalement aussi ceux qui ont participé directement à l'organisation du 4e symposium. Donc, vous êtes ici pour discuter du temps, pour échanger, pour réfléchir. Donc, c'est bien que vous preniez le temps de discuter du temps. Donc, c'est autant de dimensions que vous allez être appelés à explorer, donc l'organisation du temps, le temps d'apprentissage, etc. L'innovation, c'est important, ça fait partie du nom du ministère, donc Économie, Innovation. Innover, collaborer, c'est important pour le ministère et vous en êtes la preuve que la collaboration est importante. C'est aussi la collaboration, un levier important pour l'innovation. L'innovation, on en parle souvent de façon technologique, mais c'est aussi l'innovation sociale et de plus en plus, on voit que les deux sont liés et peuvent être, la technologie peut nous aider à gagner du temps, mais peut aussi nous en faire perdre beaucoup. Donc, en terminant,
J'aimerais vous laisser sur une citation de Jacques Prévert que j'ai découvert au temps où j'étais au cégep, donc il y a quelques années, c'est dans un autre millénaire, donc que j'étais au cégep, et qui disait ceci: le temps mène la vie dure à ceux qui veulent le tuer. Donc, je ne prendrai pas plus de minutes de votre temps et je vous souhaite un très bon symposium. Merci beaucoup, M. Blouin. Laissez-moi maintenant vous présenter le conférencier d'ouverture pour ce 4e symposium, soit Alexandre Bacon, formateur facilitateur auprès des Premières Nations. M. Bacon est titulaire d'une maîtrise en administration publique de l'ENAP ainsi que d'un baccalauréat multidisciplinaire. Il s'est spécialisé dans plusieurs enjeux autochtones, plus spécialement ceux qui sont reliés à la gouvernance et à l'autonomie gouvernementale. Originaire de la communauté de Mastéiache, M. Bacon dispose d'une excellente connaissance des contextes historiques, politiques et socio-économiques des Premières Nations au Québec et au Canada. Il a développé au cours de son cheminement professionnel une approche de travail tout adaptée aux spécialités des organisations et des communautés autochtones. Comme je l'ai mentionné précédemment, il tentera aujourd'hui de nous plonger dans le rapport au temps des Premières Nations. Je lui laisse donc sans plus tarder la parole. Alors, je vous demande d'applaudir chaleureusement notre conférencier d'ouverture, M. Alexandre Bacon. Cassino, quel immense honneur pour moi d'être ici ce matin à parler de temps, justement. Dieu sait qu'il est précieux pour chacun d'entre nous. Et donc, on m'a demandé, il y a quelques mois déjà, de me réfléchir avec vous ce matin sur la notion de temps, plus particulièrement dans les milieux autochtones. Alors, bien sûr, vous avez certainement en tête tous ces préjugés que l'on a à l'encontre de l'Indian Time. Mais il n'y a pas que l'Indian Time, il y a le Russian Time, il y a tout ça, il y a le temps, en fait, il y a le temps de l'autre. Le temps de l'autre est toujours plus imparfait que le nôtre, et le nôtre qui nous astreint malheureusement à des horaires un peu trop serrés, vous en conviendrez certainement. Bref, je n'ai que trop peu de minutes ce matin pour me permettre de digresser autant que je le voudrais et autant que j'ai l'habitude de le faire. Et je vous inviterai, parce que j'aurais aimé savoir un peu, bon, quelle est même quelle est notre perception du temps. Et c'est pourquoi je vous inviterai, si vous en disposez, de sortir votre téléphone cellulaire, votre tablette ou à la limite votre ordinateur portable si vous n'avez pas ça. Et les gens à la maison, que je salue au passage, vous êtes peut-être à la maison, mais de prendre votre ordinateur et on vous a envoyé, donc, pour ceux qui sont à la maison, sur la plateforme, un lien web. Alors, pour ceux qui ont leur téléphone, allez simplement sur votre navigateur et rendez-vous à la page, alors ça c'est menti.com, menti.com. Et vous devriez, à partir du moment où vous arrivez sur la page menti.com, on devrait vous demander un code. Si vous voulez bien entrer le code 17 32 41. Alors, vous allez sur votre navigateur. Pour les gens à la maison, ouvrez simplement une autre fenêtre dans laquelle vous allez écrire à l'adresse menti.com. On vous demande un code. Inscrivez le code 17 32 41. Et c'est là qu'on vous demande, en fait, quels sont les mots qui vous viennent en tête lorsque on réfléchit à l'idée de temps. Alors, quels sont les premiers mots qui vous viennent en tête? Vous pouvez répondre, vous n'avez que 3 fenêtres, mais vous pouvez répondre autant de fois que vous le voulez. Alors, si vous voyez qu'un de vos collègues à droite ou à gauche n'a pas de téléphone, vous pouvez même lui prêter votre téléphone pour qu'il puisse également répondre. Alors, ce qui se génère sous vos yeux, c'est ce qu'on appelle un word cloud. Vous avez très possiblement déjà vu cet outil. Un word cloud, en fait, c'est un outil de représentation. Alors, à l'intérieur, on le fait parfois pour du texte, on peut le faire comme un exercice collectif. Les mots qui reviennent les plus souvent
sont ceux qui apparaissent en plus gros au centre. Alors, le chiffre que vous voyez apparaître en bas à droite, c'est le nombre de réponses jusqu'ici cumulées. Alors, on est à 180, on va approcher le 200 bientôt. De toute évidence, plusieurs d'entre vous en manquaient du temps. Et voilà, on parle justement du temps précieux, de prendre son temps, de la vitesse du temps, de la rapidité, de la pression, de la gestion du temps, de l'anxiété, le temps trop court, le temps qui passe, la rareté, la planification, les besoins, la planification, l'urgence, les contraintes, l'éternité, l'âge. Alors, vous voyez, donc, ce qu'on voit là, en fait, c'est l'ensemble du champ de signification qui alentour de la notion de temps. On le voit, c'est extrêmement complexe, mais de toute évidence, ce qui apparaît ici, je voudrais, là, on a comme 4, 5, 6 mots qui apparaissent à être revenus un peu plus régulièrement dans la plupart de vos réponses. L'organisation, la planification, le manque, le temps précieux, le plaisir aussi, vite, famille, stress, alors, je pense que dans l'ensemble, ça dresse un portrait de notre collectivité comme une collectivité pour laquelle le temps joue un rôle, bien sûr, important. On voit à quel point il est précieux, mais il a l'air d'être aussi oppressant que précieux. Alors, et je pense que c'est, bon, évidemment, vous n'êtes pas seul. Je pense que c'est probablement, en tout cas, il y a certaines des réponses qu'on retrouve ici, qu'on retrouverait possiblement si on posait la question à la plupart des gens qui vivent dans les milieux urbains de la planète. Alors, si vous permettez, je vais passer à l'autre diapo. Merci d'avoir répondu. Si jamais vous le souhaitez, ce Word Cloud-là sera disponible. Je le rendrai disponible à l'équipe du CETREC. Vous aurez le temps peut-être de l'analyser plus en profondeur, puis voir justement qu'est-ce qu'on peut retirer davantage comme compréhension également de la notion de temps, plus particulièrement dans le domaine de l'éducation. Alors, je poursuis donc. Justement, le temps s'écoule-t-il à la même vitesse pour tout le monde? Alors, de toute évidence, une minute de bonheur s'écoule beaucoup plus vite qu'une minute de souffrance. On aimerait que ce soit le contraire, mais malheureusement, il y a un temps subjectif. Et ce temps subjectif, il est crucial et il est plus particulièrement crucial, surtout quand on entre dans la relation interculturelle, où là, les priorités de l'autre ne sont parfois pas les mêmes, le vécu de l'autre, la subjectivité de l'autre. Et la façon dont on vit la réalité va différer d'une personne à l'autre. La même minute peut paraître une éternité ou une seconde pour une autre personne. Alors, dans le milieu autochtone, quelque chose que j'aimerais et que je vais certainement répéter 2, 3 fois dans la présente présentation, les réalités autochtones sont plurielles. Il existe une très vaste diversité de réalités des Premières Nations. C'est extrêmement important de le considérer. Vous avez très certainement eu si on veut, à jongler avec des questions autochtones, peut-être même à intervenir auprès de jeunes autochtones ou de professionnels autochtones dans les milieux de l'éducation. Et vous avez peut-être constaté à quel point Kanawake n'est pas l'Estigouche en Gaspésie, n'est pas non plus Pakwashipi sur la Basse-Côte-Nord, n'est pas non plus Pikogan en Abitibi. Chaque réalité, puis encore là, on est juste dans la région de la province de Québec. Donc, il y a cette très grande diversité. Et ce que l'on peut dire, c'est que plus une communauté est proche de son mode de vie traditionnel, plus la communauté est proche du territoire, plus les notions de temps vont aller s'appuyer sur des cycles qui sont à l'extérieur des conventions humaines. À l'extérieur, ça veut dire ancré dans la nature, dans les cycles que j'oserais dire réels. Je vous dirais, ce contact avec le temps imaginaire collectif, le temps convenu,
pour plusieurs communautés, il est extrêmement récent dans l'histoire. J'ai eu la chance justement de travailler avec la communauté de Pacoashipi. Est-ce qu'il y en a qui se situent où est Pacoashipi? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à Pacoashipi ici, levez la main? Eh, bon Dieu, j'ai quand même très heureux de voir 4 mains levées. Parce que Pacoashipi, vous savez, quand vous devez possiblement partir, mais vous ne savez certainement pas quand vous allez en revenir. Alors, ça prend, simplement pour vous dire, là, je vous dirais environ une douzaine d'heures de voiture pour vous rendre, disons, jusqu'à Kegaska, puis il vous reste environ 24 heures de bateau avant de vous approcher. C'est près de Blanc-Sablon. Probablement que ça vous dit plus quelque chose, donc sur la base Côte-Nord. Très, très basse. En fait, vous êtes en face de Terre-Neuve. Donc, cette communauté qui s'est sédentarisée vers les premières maisons sont construites en 1972. C'est hier matin, ça. Puis donc, quand vous arrivez dans ces communautés-là, les gens sont encore proches du territoire, les gens vont chasser, puis quand les outardes arrivent, c'est maintenant qu'elles passent. C'est maintenant qu'il faut aller les chasser. L'école est fermée, le conseil est fermé, tout, et puis même les Blancs qui vivent à Saint-Augustin, de côté, eux aussi vont à la chasse. Bref, ce n'est pas une question tant, oui, bien sûr, une question autochtone, mais il y a une question de rythme de vie. Peu importe la culture, quand on est proche du territoire, souvent le rythme de vie va changer. Et là, moi, les secondes me coulent entre les doigts. Je poursuis. Donc, je me suis posé la question à savoir, bon, justement, ce temps, lequel est-il pour chacun de nous? J'adore ce tableau, vous l'avez possiblement déjà vu, Salvatore Dali. Les gens l'appellent généralement le tableau Les montres molles. Son nom officiel, c'est La persistance de la mémoire. Salvatore Dali, présenté pour la première fois en 1932. Et c'était une façon pour Salvatore Dali en fait, de tourner en dérision la rigidité du temps, mais aussi de présenter l'inéluctabilité de la mort. Lorsqu'on voit une espèce de forme un peu cadavérique qui est au sol, qui représente en fait un autre morceau d'un autre tableau célèbre dont le nom choquant est Le Grand Masturbateur. C'est Dali, hein, c'est pas moi. Donc, vous avez ce temps flou et donc il y a toute une réflexion, mais je me suis dit, comment d'ailleurs dit-on le mot montre dans les différentes langues autochtones? Ben, en nous, ça se dit Tepei Pichuan. Tepei Pichuan, ça veut dire qui compte les lunes. On est loin là, des heures, des minutes et des secondes, là. On est dans un rythme qui est beaucoup plus lent, un rythme, comme je vous disais tout à l'heure, qui est ancré donc dans les rythmes réels qui nous entourent. Chez les cris, Pishumkat, qui représente le soleil, qui est une image du soleil. Alors déjà, on a dans l'idée peut-être du cadran solaire, un peu comme chez les Mohawks, Kogakayunta, qui est là où se trouve le soleil. Mais encore là, on a donc une idée du temps qui est bien sûr ancrée dans les rythmes naturels qui nous entourent. C'est assez difficile. J'aurais aimé, je me disais, bon, l'idéal, j'aurais aimé arriver ici ce matin en vous distribuant à tous et en envoyant à ceux qui sont à la maison préalablement par la poste, une paire de lunettes qui vous aurait permis de voir le monde tel que le voient les premiers peuples. Ça aurait été extraordinaire et vous savez certainement, puisque vous êtes également dans le monde de l'éducation, que le transfert des connaissances, ça prend du temps. On ne peut pas transférer. J'aurais aimé qu'on puisse se brancher le disque dur là, sur une base commune et vous transférer tout ça. Malheureusement, ce n'est pas possible. J'aurais aimé vous emmener 1 an en territoire. On irait vivre ensemble en forêt. Ça aurait été extraordinaire. Faire une petite pause dans nos vies effrénées. Je suis certain que vous l'auriez apprécié. Malheureusement, on manque encore là de temps, puis on va faire des choix. Vous pouvez toujours faire le choix d'aller vivre 1 an en forêt. Ça se fait, je suppose, assez bien pour ceux qui sont assez déterminés. Mais c'est parce que c'est ce temps que ça prend, ce temps minimum, au moins 1 an, pour aller saisir au moins un peu
ce qu'est la vision du monde, en tout cas certaines visions du monde des Autochtones. Hein. Je reviens toujours avec cette pluralité de cultures, de réalités. Donc, ça prend au moins 1 an pour apprendre quelques notions. Bien dommagement, on apprend très peu dans les écoles québécoises, même les rudiments des langues autochtones, alors que les langues autochtones sont d'une complexité ahurissante. Et il n'y a pas de langue qui est, écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler peut-être choquant, mais il n'y a pas, en termes de territoire, là, de faune, de flore, de réalité climatique, géologique, il n'y a pas de langue plus précise pour décrire le territoire québécois. Il n'y a pas de langue plus québécoise que les langues autochtones pour décrire ce qu'est le Québec. Si vous saviez le niveau de précision incroyable que les langues autochtones ont su avoir pour rendre compte du réel québécois. Et pensez, puis vous savez, vous avez certainement déjà entendu ça, on dit la langue formate notre vision du réel. Eh bien, quand on compare les langues indo-européennes avec les langues autochtones, elles sont à des années-lumière. Ça aussi, ça peut vous sembler choquant, mais le français et l'anglais ont l'air complètement identiques d'un point de vue d'une langue autochtone. C'est la même façon de découper le réel. Juste pour vous donner un exemple, dans les langues algonquiennes, la fin de votre verbe va se conjuguer différemment si le sujet du verbe est vivant ou pas. Quand je parle, je suis obligé de dire, OK, ça c'est vivant, donc je conjugue ça de telle manière. Ah, ça, c'est pas vivant. Donc, déjà, vous êtes obligé de considérer d'autres paramètres dans la façon même dont vous énoncez le réel. Vous êtes obligé de considérer d'autres éléments de réalité auxquels vous ne penserez pas si vous pensez en français, en anglais, en allemand, en italien, en portugais. Donc, on a déjà la langue, qui est un gros morceau. L'importance du lien au territoire aussi, c'est vraiment quelque chose qui va vous être, si vous entrez en contact avec des Premières Nations, puis je suis sûr que plusieurs d'entre vous avaient eu la chance d'aller côtoyer des Premières Nations, l'importance du lien au territoire, l'interconnexion entre toutes choses, le respect à la vie, au vivant. C'est vraiment des éléments qui reviennent, qui font partie du rapport au réel. Alors, je poursuis justement en essayant de mettre en évidence à quel point il est souvent difficile d'arriver à se mettre dans la peau de l'autre. Et ça demande des fois une espèce de recul sur sa propre pensée. Un moment où un réflexe, il faut finalement, quand on est en interculturel, puis à la limite même les uns envers les autres, je veux dire, il y a quelque chose d'un peu improbable dans le fait que, en ce moment, je fasse des sons avec ma bouche, puis que ça puisse signifier quelque chose dans vos esprits. Ça a l'air tout simple, mais il y a quelque chose d'un peu magique et miraculeux dans le fait que nous puissions nous comprendre au travers la langue. Et les mots auxquels je pense, elles vont résonner de différentes manières pour chacun de vous. Alors, c'est d'autant plus vrai quand l'autre personne n'a pas le français pour langue première ou l'anglais. Et c'est d'autant plus vrai quand l'autre personne arrive d'un cheminement et d'une réalité qui lui est propre. Alors, les perspectives, bien sûr, sont différentes et évidemment, la perception du réel, la perception du temps. D'ailleurs, ça me fait penser à un exemple d'un anthropologue qui était allé rencontrer, il avait suivi pendant quelques mois un vieil Inuit et il était à la chasse avec lui, puis à un moment donné, il demande au vieil Inuit, OK, ben, pourquoi est-ce que quand tu as tué l'animal, tu poses tel geste de respect? Puis le vieux l'a regardé, il n'a pas répondu. Avec l'anthropologue, attends, puis 15 minutes après, lui, peut-être qu'il ne m'a pas répondu, il repose la même question. Le vieux le regarde, mais il ne répond toujours pas. 1 heure après, l'anthropologue, impatient de savoir la réponse, lui repose à nouveau la question, et là, le vieux, je ne dirais pas perdre patience, mais lui dit, mais, quelle presse as-tu d'avoir immédiatement la réponse? Puis il lui raconte à ce moment-là que pour lui, de se faire poser une question,
Par respect, il va prendre le temps d'y penser. Par respect, il va prendre le temps de livrer une réponse réelle. Quelle presse? De toute façon, ils étaient dans le Nord. Pas de métro à I-42. Et donc, on est dans un autre cycle, une autre presse. Donc, on est souvent dans un temps qui est, bien sûr, différent. Et la notion même de vérité, le concept de vérité est souvent inexistant dans les cultures autochtones. Puis ici, je vous ai mis une image que j'aime beaucoup. Dépendamment de l'angle par lequel on va regarder le réel, on va avoir une perception. Et ça demande souvent cet exercice de communication, cet exercice de s'asseoir ensemble pour se partager nos vérités, afin si on veut, de dégager une compréhension supérieure, peut-être plus près du réel. Il y avait, dans les années 72, le juge Malouf, là, qui avait rendu un jugement pour interrompre la construction des barrages hydroélectriques. C'était à la demande de l'Association des Indiens du Québec. Et le juge Malouf avait entendu un vieux cri qui parlait ni français ni anglais. Et là, on l'appelle à la barre pour venir témoigner. On lui demande bien sûr de mettre la main sur la Bible pour ne dire que la vérité, rien que la vérité, dit je le jure. Le traducteur traduit, le vieux répond, le traducteur répond. Le juge perd patience, dit je veux juste qu'il dise je le jure, c'est quoi le problème? Et là, le traducteur répond, le vieux dit qu'il ne peut pas dire la vérité, il ne peut dire que ce qu'il sait. Alors, qui a véritablement accès à la vérité au sens absolu? Bien, vous voyez comment le concept même de vérité est porteur de tout un entendement de la réalité qui n'est pas évident dans d'autres cultures. Bref, justement, en parlant de culture, écoutez, je vous ai mis ici une espèce d'instantané de la répartition géographique des grandes familles de langues en Amérique du Nord. Je reviens encore avec ça. Méfiez-vous quand vous parlez de la culture autochtone. Il est aussi absurde de parler de la culture autochtone que de parler de la culture africaine. Vous connaissez la culture africaine, hein? 1,2 milliard de personnes, 64 pays, 2000 langues. C'est pareil. Alors, très grande diversité, même à l'intérieur même d'une même famille de langues. Il y a bien sûr au Québec un certain nombre de nations reconnues. Ils sont au nombre de 11. Vous avez fort probablement déjà entendu parler des 11 nations reconnues au Québec: Inuit, Naskapi, Cri, Innu, Algonquin, Atikamekw, Mi'kmaq, Maliseet, Wendat, Abenaki et Mohawk, Kanien'kehá:ka. Ces communautés, en fait, ces nations-là, puis là, ça me permet de faire un petit saut. La plupart d'entre elles ont des communautés parlant la même langue, partageant la même culture à l'extérieur des frontières, soit provinciales, soit même internationales. Beaucoup de communautés, par exemple, Mi'kmaq, Maliseet, Abenaki se trouvent du côté Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, dans le Maine, dans l'État de New York. Pareil chez les Cris, pareil chez les Inuits, pareil chez les Inuits. Ça m'amène à ce découpage du territoire. Puis je tiens à le dire parce que quand on travaille avec les Premières Nations, c'est important de rappeler l'entreprise coloniale qui se trouve derrière. Et il y a cette première loi en 1857 qui s'appelle l'Acte pour la civilisation graduelle des tribus sauvages. Alors l'avantage, c'est que c'était très clair comme titre. Ça nécessite peu d'explications. On va jeter là les bases de la véritable loi fédérale sur les Indiens qui s'appelait à l'époque l'Acte des Sauvages dont la dernière grande modification date de 1951-1952. Jusqu'alors, un Autochtone qui s'inscrit à l'université perd automatiquement tous ses droits. Alors, puis évidemment, tous les rituels étaient interdits. Un avocat qui défend une cause autochtone est passible de 10 ans de prison.
jusqu'en 1952. Écoutez, il y a plein de détails comme ça, ce n'est pas l'objet de la conférence, mais je vous le dis parce que c'est important que vous ayez ça en tête, parce que tout ça est encore fort récent. Les politiques relatives aux pensionnats indiens, dont la commission Vérité et Réconciliation a mis en lumière dans la dernière décennie, vous en avez fort probablement entendu parler. Le dernier pensionnat a fermé ses portes en 1996. Tout ça est très, très récent et l'expérience même des Premières Nations à l'intérieur du milieu scolaire est encore très, très profondément touchée, affectée par ce souvenir et l'intention qui se trouvait derrière ces pensionnats-là, qui était de faire disparaître les cultures autochtones. La loi sur les Indiens, en 1876, quand on l'adopte, ne devait durer que 20 ans, le temps d'assimiler l'ensemble des Premières Nations. Et bon, on m'indique qu'il n'y a plus de temps. C'est fini. Écoutez, accordez-moi encore 36 secondes et demie. Simplement pour mentionner donc que, bien sûr, je vous suggère vraiment d'aller jeter un coup d'œil sur les 94 appels à l'action de la Commission Vérité Réconciliation. Il y a beaucoup à dire sur le silence, même le silence en groupe. Initialement, ce que j'avais l'intention de faire avec vous ce matin, c'est de vous faire sentir le silence en groupe, qui est plus long dans les cultures occidentales que dans les cultures autochtones en général. On se tolère moins bien le silence en groupe dans les cultures occidentales, alors qu'il n'y a aucun problème dans les cultures autochtones à rester ensemble en silence. J'espère en tout cas que vous avez senti à quel point toute cette histoire des cultures autochtones est un iceberg et qu'on a vu la pointe de la pointe. Sachez en tout cas que de toute façon, le succès, ce n'est pas une ligne droite dans le domaine et que dans l'erreur, dans la chute, ben, on apprend à mieux se relever, on apprend à identifier les obstacles et surtout, écoutez, comme je pense que c'est vrai particulièrement dans le domaine de l'éducation, ce n'est pas en tirant sur la fleur qu'elle peut pousser plus vite. Là-dessus, vraiment, je vous remercie infiniment de votre attention. Un excellent symposium, une excellente journée. Merci, au revoir. Alors, merci beaucoup, M. Bacon. Ce fut réellement très intéressant de vous écouter. Je crois que c'est un très bon point de départ pour cette journée. C'est maintenant bien le temps de vous diriger chacun vers vos salles respectives. Par contre, avant, j'ai quelques renseignements utiles pour la journée. Tout d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez très bien répondu à l'appel tellement que l'événement est complet. Donc, ça veut dire que certaines salles sont à pleine capacité. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande le plus possible de respecter l'oracle dans l'endos de votre cocarde. Ça va permettre d'éviter certains débordements dans des salles. Ensuite, lors de vos déplacements, OK, je vous le dis tout de suite, lorsque vous allez sortir de la salle pour se rendre à l'ensemble la 2300, la 2320, la 2326 et la Hydro-Québec, vous continuez tout droit et des gens de l'équipe du CETREC seront là pour vous guider. Donc, à chaque fois que vous avez des déplacements, il y a des personnes du CETREC qui vont être là, donc n'hésitez pas de leur poser des questions. Aussi, à l'inscription, il va y avoir une personne toute la journée. Donc, pour des questions, des commentaires, rendez-vous à la table d'inscription où vous êtes arrivé tout à l'heure. Ensuite, je vous rappelle qu'à l'arrière de la salle, il reste un peu de café, donc si des gens veulent en reprendre avant de partir au premier bloc d'activité. Par contre, à la pause tout à l'heure, il y aura un second service de café. Par contre, j'attire votre attention, le café ne sera pas servi ici, mais bien à l'Atrium. L'Atrium, lorsque vous êtes arrivé à l'inscription ce matin, il y avait des rideaux en rond. Est-ce que vous, quand même, hochement de tête, oui. Alors, l'Atrium, c'est cet endroit-là. Donc, le café va être servi là à la pause. Aussi, il y a Rémi qui est à une table d'information avec plein de réalisations du CETREC. Donc, si vous voulez aller le rencontrer, en plus d'être très gentil, il peut vous donner plein d'informations sur le CETREC et sur ses réalisations. Maintenant, je sais que la journée commence, mais je dois tout de suite vous parler de l'heure du dîner. Tout à l'heure, vous l'avez sur votre cocarde, il y a 2 salles pour le dîner, soit l'espace jardin et le cercle.
L'espace jardin, c'est situé non loin de l'atrium. Encore une fois, rendu là, il y a des gens qui vont vous guider. Et le cercle est au 4e étage. Par contre, les gens qui ont des boîtes à lunch particulières, donc des allergies, des intolérances, etc., toutes les boîtes à lunch particulières vont être à l'espace jardin. Donc, si vous voulez manger au cercle, il n'y a pas de problème, mais vous devez d'abord passer à l'espace jardin, chercher vos boîtes à lunch particulières. Il va y avoir une table spéciale à cet effet-là. Et également, il y a des personnes qui ont des tables réservées pour le dîner. Ces personnes vont se reconnaître. Les tables réservées sont au cercle, au 4e étage. Donc, encore une fois, rendus sur place, des gens du CETREC vont vous guider. Et si vous avez une table réservée, mais que vous avez une boîte à lunch particulière, malheureusement, vous devez passer par l'espace jardin avant pour monter par la suite au cercle. Alors, voici les différentes informations. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Le premier bloc d'activité commence à 10 h, donc vous avez quelques minutes pour vous rendre. Alors, merci beaucoup et à tous. Un excellent symposium.